Avec ce qui s'est passé la nuit dernière, est-ce qu'on peut dire que la nuit 1 de WrestleMania a très bien démarré et qu'au final on assisterait pourquoi pas au plus grand WrestleMania de l'histoire de la WWE? Et bah j'ai envie de dire qu'avec ce qui s'est passé, on est très bien parti pour écrire l'histoire. What's up et Kachadit, c'est Jimbo. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de la nuit 1 de WrestleMania qui s'est tenue cette nuit du côté de Philadelphie dans l'état de Pennsylvanie. Une nuit 1 de WrestleMania et je me gênerai pas pour le dire, qui est selon moi la meilleure nuit 1 de l'histoire de WrestleMania. Après d'un côté il n'y a pas eu beaucoup de nuit 1 parce que ce format nuit 1, nuit 2 existe que depuis WrestleMania 36. Mais quoi qu'il en soit, on a assisté à de la dinguerie. Et c'est donc parti pour revoir ce qui s'est passé lors de la nuit 1 de WrestleMania 40. Et on démarre très fort les Kachadit avec un match qui avait été annoncé comme l'opener de WrestleMania 40, à savoir le match de championnat opposant Becky Lynch à Rhea Ripley. Et bien évidemment les Kachadit, quand on parle de WrestleMania, on parle effectivement des tenues mais également des entrées de ceux qui sont sur la carte du show. Et concernant Becky Lynch, son entrée était plutôt correcte, en lien donc avec le livre qu'elle a écrit. Et concernant Rhea Ripley, nous avons eu droit à un petit concert live. Franchement, j'ai adoré l'entrée de Rhea Ripley, c'est juste classe. Pour assister au final à un excellent combat entre les deux. Après, d'un côté, est-ce que c'était choquant? On s'en doutait très bien que Rhea Ripley, Becky Lynch dans un même ring, ça allait être totalement dingue. Mais personnellement, je trouve que ça a été une très bonne décision de la part de la WWE de démarrer WrestleMania 40 par ce match. Là, clairement, on a eu un match totalement dingue entre les deux catcheuses. Et là, franchement, là, on peut dire que Rhea Ripley a eu du pain sur la planche pour venir à bout de Becky Lynch. Parce que oui, je vais quand même annoncer le résultat du combat, parce que d'un côté, même si le match était excellent, c'était assez prévisible que Rhea Ripley reparte de WrestleMania toujours championne. Mais à la différence de ses combats précédents, là, Rhea Ripley a eu du pain sur la planche. Parce que oui, Becky Lynch, elle s'est pas laissé faire, bien au contraire, elle a mis des bâtons dans les roues de la championne. Elle a quand même été jusqu'à apporter certaines de ses plus grosses prises pour venir à bout de la championne. Mais malheureusement pour The Man, c'était sans succès. Et de l'autre côté, Rhea Ripley, elle a exactement fait la même chose. Elle a enchaîné ses plus grosses prises, mais Becky Lynch a résisté jusqu'au bout. Jusqu'à la fin du combat, où Rhea Ripley, elle a vraiment tout tenté. Elle a apporté un retype, Becky Lynch a fini dans le coin du ring, enchaîné avec un autre retype pour le compte de 3. Et ainsi conserver son titre de championne. Donc est-ce que ce match est le dernier de cette rivalité, ou est-ce que c'était le début d'une rivalité entre Becky Lynch et Rhea Ripley? Parce que là pour ça faudra attendre le prochain épisode de Raw, qui est ni plus ni moins que Raw After WrestleMania, le Raw le plus important de l'année. Et avec la victoire de Rhea Ripley, on va continuer du côté du Judgment Day avec le match de l'échelle pour Damien Priest et Finn Balor. Bon, déjà, une chose est sûre, et Kachadit, c'est qu'on va assister à une potentielle séparation de ceintures, car on ne peut voir que les deux ceintures sont séparées. Donc clairement, s'il n'y a pas séparation de titres lors de ce match, c'est vraiment what the fuck. Et dès le début du match, on va être assez étonné, puisque les titres de champion de SmackDown vont être retiré par Grayson Waller et Austin Theory. Et oui, mon premier pronostic raté, parce que je voyais absolument pas Austin Theory et Grayson Waller remporter les titres. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est assez mérité. Ils nous divertissent du côté de SmackDown, donc en tant que champion de tag team, ça peut être encore plus hilarant. Et justement, les Kachadit, en parlant de quelque chose d'hilarant, je rappelle qu'un certain R2 est dans le match. Donc qu'est-ce que va faire R2 à votre avis, Kachadit? Bah oui, R2 il va être totalement à côté des Apex, puisqu'il va demander à The Miz de faire le tag, alors que je rappelle que dans les matchs de l'échelle, il n'y a pas de tag, et surtout il n'y a pas de disqualification, donc R2 il peut littéralement se faire plaisir. Il va nous faire une séquence à John Cena, à savoir 5 Knuckle Shuffle, Attitude Adjustment, pour au final faire un tombé au compte de 3 sur Finn Balor. À ce moment-là, j'étais vraiment mort de rire, et le Miz il dit clairement à tous, mais mec, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de tombé, il n'y a pas de soumission, il faut qu'on escalade pour récupérer les ceintures. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, il n'y a pas de disqualification dans ce match, donc qu'est-ce qui va se passer du côté du Judgment Day? Et bah oui, et Kachadit, on va avoir JD Madonna qui va intervenir pour tenter de sauver le Judgment Day, mais comme d'habitude, à chaque fois qu'il intervient, ça lui retombe dessus et il va littéralement passer à travers une table. Putain, pauvre JD Madonna, à chaque fois qu'il intervient, il lui arrive toujours quelque chose, c'est totalement dingue. Et le match va donc se terminer comme on s'y attendait, à la victoire de The Awesome Tooth qui décroche les titres par équipe de Raw.
Donc d'un côté, j'étais assez content pour Zero Santos et surtout pour Ertus, voilà, première victoire de championnat du côté de WrestleMania, c'est amplement mérité. Surtout, c'est une défaite du Judgment Day qui pourrait peut-être remettre Damien Priest en question et peut-être se dire est-ce que c'est peut-être le moment pour moi de partir du côté du roster solo pour cacher une fameuse mallette que j'ai en possession. Et spoiler alert, t'es catchalit, il faudra attendre demain parce que lors de la nuit 1 de WrestleMania, Damien Priest n'a absolument rien fait. Sans maintenant un match tag team qui a été modifié lors du dernier épisode de SmackDown, parce que oui, à la base on devait se diriger sur un match tag team opposant Dragoni et Rey Mysterio contre Santos Escobar et Dominic Mysterio, pour au final avoir une confrontation entre Dominic Mysterio et Santos Escobar contre Rey Mysterio, bien évidemment, mais suite à une attaque incertaine, Andrade s'est porté volontaire pour remplacer ce dernier et faire équipe avec Rey Mysterio, pour au final avoir un match tag team plutôt bon dans l'ensemble. Bon, après, d'un autre côté, est-ce que c'était surprenant? On a quand même 4 très bons catcheurs dans le ring, donc on se doutait bien que le match il allait être plutôt correct. Et c'est vrai que le gros problème, pour moi, j'étais pas du tout investi dans le match, parce que déjà, la rivalité, malheureusement, j'en avais un peu rien à carrer. C'est vrai, comme j'ai dit dans mon Jimbonostic, je m'attendais principalement à un match 1 contre 1 entre Santos Escobar et Rey Mysterio. Personnellement, je pense qu'on a ce match tag team, c'est pour principalement préserver Rey Mysterio, parce que voilà, Rey Mysterio, il est plus tout jeune, il ressort d'une blessure, donc c'est assez logique qu'il soit dans ce match-là. Mais à la surprise générale, j'ai encore loupé mon pronostic, puisque ça va être Andrade et Rey Mysterio qui vont remporter le combat, mais pas de manière tout à fait normale, soit dit en passant, parce que Dominic Mysterio va vouloir utiliser une chaise pour frapper son père, et là d'un coup, on va avoir 2 personnes masquées qui vont intervenir et envoyer Dominic Mysterio sur un plateau et donner Dominic Mysterio sur un plateau d'argent à Rey Mysterio qui va porter son 619 sur Dominic et Santos Escobar pour le compte de 3. Et là on se pose la question, putain mais c'est qui ces gars? Donc dites-moi dans les commentaires, mais moi j'ai complètement mangé leur nom parce que je les connais absolument pas. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que ce sont des joueurs de football américain, probablement de l'équipe de Philadelphie. Voilà, c'est dit, c'était juste un moment fun. Passons maintenant à la guerre fratricide qu'on voit qu'une fois tous les 15 ans du côté de WrestleMania, et cette année c'est Jimmy et Jey Uso qui vont s'affronter. Et je vous dis honnêtement et catch addict, pour moi ce match c'est la déception de cette nuit 1 de WrestleMania, car vraiment c'était un match que j'attendais avec impatience. Et d'ailleurs le public ils étaient à fond derrière Jey Uso dès qu'il est rentré, c'était juste dingue. Alors que de l'autre côté Jimmy Uso il s'est fait totalement huer. Et dans un match où tu te dis que les deux c'est pas n'importe qui, ils ont quand même été dans la plus grande équipe de l'histoire de la WWE, ils se connaissent, ils sont jumeaux, on se dit le match il promet d'être intense. Surtout depuis cette fameuse trahison de Jimmy Uso du côté de SummerSlam. Et pas du tout les catch addicts, le match je l'ai trouvé assez dans l'ensemble. J'ai pas vraiment ressenti la volonté de vengeance du côté de Jey Uso envers son frère. Bon, après il y a quand même eu des séquences assez cool parce que je rappelle, ils sont jumeaux, ils ont été membres de la même équipe. Donc c'est pas assez surprenant qu'à un moment donné, quand l'un porte un super kick à l'autre, l'autre répond par un super kick. Et là on va passer au tournant du match où au moment où Jey Uso s'apprête à porter le super kick final, Jimmy Uso va implorer son frère et lui demander pardon. Et à ce moment-là, je me suis dit, Jey, fais pas le con, si ça se trouve, ça sent le péage japonais. Et effectivement, Ikachadit, c'était le cas, parce que Jimmy Uso a profité de la naïveté de son frère pour retourner la situation à son avantage. Mais faut pas oublier que Jey Uso utilise une prise depuis pas mal de temps qui n'apparaît pas dans l'arsenal de son frère. C'est bien évidemment le spear qui va découper en deux Jimmy Uso, et Jey Uso va enchaîner avec son Uso Splash pour le compte de 3, et ainsi briser cette fameuse ligne du frère qui remporte le match du côté de WrestleMania. Donc une victoire assez prévisible de la part de Jey Uso. Mais concernant Jimmy Uso, est-ce que Roman Reigns ne va pas l'avoir dans le collimateur? Et maintenant les catchalites, passons au prochain combat. Et je pense que ce match c'était pour beaucoup la pause pipi, puisqu'on va parler du match 3 contre 3 qui va opposer Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill contre Damage Control. Un match plutôt correct, voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Comme on s'y attendait,
ce match ne sert qu'à une seule chose, c'est de mettre Jade Cargill en avant et de la présenter aux yeux du univers de la WWE. Parce que durant l'intégralité du combat, ça va être Bianca Belair qui va faire le travail pour son équipe, jusqu'à ce que Jade Cargill entre en scène et roule littéralement sur Damage Control. Et au final, le match, sans aucune surprise, va se terminer par Jade Cargill qui va porter sa prise de finition sur Dakota Kai pour le compte de 3 et ainsi faire gagner son équipe. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que déjà c'était le match que j'attendais au moins de cette nuit 1 de WrestleMania, surtout que la victoire a été plus que prévisible. Bon, j'espère qu'après ce match, vous avez fait le plein, que ce soit de boissons ou de bonbons, je sais pas ce que vous voulez. Parce que là, on va quand même enchaîner avec le match qui avait eu le potentiel d'être le show stealer de WrestleMania. Et je vous dis honnêtement, les catch addicts, ce match a volé la soirée, littéralement. On va parler du match qui va opposer Sami Zayn à Gunther pour le titre intercontinental. Et là, on a vraiment donné de l'intensité dans ce combat. Parce que dès l'entrée de Sami Zayn, on va voir que ce dernier est plus que déter à venir à bout de Gunther, il va recevoir l'aide de tout son entourage, à savoir sa femme et son enfant. On va avoir Chad Gable qui va dire à Sami Zayn, ça y est mec, tu es prêt à venir à bout de Gunther. Et là où vraiment j'ai surkiffé, c'est qu'avant l'entrée de Sami Zayn, Kevin Owens va venir à la rencontre de son meilleur ami, lui faire un petit câlin pour lui dire mec, ça y est, c'est ton moment, c'est ton WrestleMania moment. Même si c'est vrai que l'année dernière il y a eu un WrestleMania moment, mais là c'est quand même un WrestleMania moment individuel, donc ça pourrait être totalement dingue. Et franchement, je le dis ouvertement, pour moi, ce match, c'est le match de la soirée. Et pour le moment, c'est le match de WrestleMania, il n'y a pas photo là-dessus. Franchement, je comprendrais absolument pas pourquoi Dave Meltzer ne met pas un 5 étoiles sur ce match. Ah non, mais là, clairement, ce match, c'est littéralement le meilleur match pour le titre intercontinental qu'on a vu ces dernières années. Et là, franchement, je le cache pas, le titre intercontinental, il est devenu incroyable avec Gunther. Et d'ailleurs, Gunther va se faire surprendre au début du combat parce que Sami Zayn va littéralement débouler sur le champion. Mais voilà, Gunther c'est pas n'importe qui, c'est le champion intercontinental au règne le plus long d'histoire. Donc au bout d'un moment, Gunther il va retourner la situation à son avantage et va littéralement rouler sur Sami Zayn. Jusqu'au tournant du match et l'erreur ultime de Gunther. Oui, je vous rappelle les catch addicts que la femme de Sami Zayn et son fils sont au premier rang. Et Gunther va avoir la très mauvaise idée de chambrer la femme de Sami Zayn en disant regarde ce que je vais faire de ton mari, je vais le briser en deux. Un petit peu comme il a fait avec Chad Gable il y a de ça quelques mois du côté de Raw. Mais à la différence de Chad Gable, tout ça va galvaniser Sami Zayn et ce dernier va revenir dans le match et porter un Ayaba Kick sur Gunther qui s'apprêtait à en finir avec lui pour enchaîner avec un autre Ayaba Kick pour le compte de 3. Oui, et catch addict, vous avez bien entendu, Sami Zayn à WrestleMania 40 a mis fin au règne légendaire de Gunther pour devenir le nouveau champion intercontinental. Après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, personnellement, c'était le meilleur moment pour faire perdre Gunther. Parce que déjà, je vous l'ai dit dans mon Monostic, Gunther, il n'a plus rien à faire avec le titre intercontinental. Il a su lui redonner des couleurs, il est le champion au règne le plus long d'histoire. Donc il est peut-être temps pour Gunther de se séparer du titre intercontinental pour se diriger vers des horizons beaucoup plus grands, à savoir le main event. Il faut pas se voiler la face, et catch addict, Gunther, il a littéralement le mot main event inscrit sur le front. En tout cas, est-ce que c'est le bon moment pour Gunther d'aller dans le main event? Personnellement, j'ai envie de dire oui. Après, je suis assez curieux de voir comment ils vont se débrouiller avec lui, notamment dès la semaine prochaine, lors du Raw After WrestleMania. Mais quand même, félicitations à Sami Zayn, qui après l'année dernière a écrit l'histoire avec Kevin Owens, écrit l'histoire de son côté en devenant champion intercontinental. Et après ça, les catch addicts, il est temps de passer au main event de cette nuit 1 de WrestleMania, à savoir le match tag team qui va opposer Seth Rollins et Cody Rhodes à The Rock et Roman Reigns. Un match qui a quand même toute son importance, je vous rappelle les catch addicts. Oui, si jamais Cody Rhodes et Seth Rollins remportent le combat, ça veut dire que la nuit prochaine, il n'y aura aucune bloodline lors du main event. En revanche, si Cody Rhodes et Seth Rollins perdent, et le main event de la nuit 2 sera régi sous les règles de la Bloodline. Et comme on s'y attendait, les entrées sont juste incroyables. Cody Rhodes, il est incroyable, il y a le public derrière lui. Seth Rollins et ses tenues, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, Becky, tu ferais mieux de rentrer chez toi parce que ton mari il fait des meilleures tenues que toi. Et concernant de l'entrée de The Rock, je sais pas quoi dire, elle est juste excellente. Franchement, quand j'ai vu The Rock débarquer, je me suis retrouvé à l'époque de l'Attitude Era, The Rock en tant que lunettes de soleil, veste,
jogging, c'est juste incroyable. Et à noter que The Rock il porte une ceinture assez particulière parce que c'est la ceinture plus ou moins caractérisée de la ceinture de champion du peuple. Et Roman Reigns, bah lui en revanche il va avoir une entrée toute simple et c'est limite à se demander si The Rock lui a pas volé toute son aura. Mais voilà, il reste main event de la nuit 2, donc si ça se trouve Roman Reigns il aura une entrée totalement dingue. Mais quoi qu'il en soit, on a eu droit à un excellent main event entre ces deux équipes. Et WWE a vendu ce match tag team comme le plus grand match par équipe de l'histoire de WrestleMania. Moi personnellement j'ai envie de dire que oui, c'est vraiment le cas, c'est le plus grand match tag team de l'histoire de WrestleMania. Alors que d'habitude j'ai un petit peu de mal quand la WWE nous vend des matchs comme étant les meilleurs de l'histoire. Souvenez-vous, il y a de ça quelques années, entre Brock Lesnar et Roman Reigns, la WWE avait vendu ce match comme le plus grand main event de l'histoire de WrestleMania. Alors que justement non, c'était pas vraiment le cas. Tandis que là, c'est vraiment réussi. Alors certes, au début, ça va avoir un peu de mal à démarrer parce qu'on est vraiment focus sur le rat qui se dégage entre les 4 catcheurs. Mais surtout qu'il y a un énorme problème dès le début du combat. Donc après, c'est pas un reproche que j'envoie du côté des 4 catcheurs. Pas vraiment, c'est vraiment sur l'organisation des matchs. Parce que je rappelle qu'un peu plus tôt, on a assisté à la fin du règne légendaire de Gunther. Ce qui fait que les fans ne sont pas vraiment remis de cette défaite de Gunther. Et là, on enchaîne immédiatement avec le main event. Personnellement, je pense que à WWE, ils auraient dû inverser deux matchs, à savoir le match 3 contre 3 et le match pour le titre intercontinental, comme ça, au moins, les fans, ils auraient eu le temps de se remettre de la défaite de Gunther. Mais voilà, c'est mon avis personnel, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais il est temps quand même de parler sérieusement du main event. Et franchement, The Rock, bien qu'il n'ait plus catché depuis 10 ans, bah il a tenu la baraque. Et franchement, c'était juste incroyable, on avait une aura qui se dégageait entre les 4 catcheurs qui est juste dingue. Le match va démarrer avec Seth Rollins et Roman Reigns et franchement j'en veux toujours à la WWE de ne pas avoir terminé cette rivalité entre Roman Reigns et Seth Rollins. Bien sûr au bout de quelques minutes de combat, The Rock va monter dans le ring, Cody Rhodes également et ça va partir dans tous les sens. Tellement ça va partir dans tous les sens que les 4 catcheurs vont finir à l'extérieur. Et là, je me pose la question, mais merde, c'est un match simple, il est censé y avoir des décomptes à l'extérieur. Mais oui, les catch addicts, il faut pas oublier quelque chose de très important. The Rock, qui est membre du conseil d'administration de TKO, donc plus ou moins, tous ceux qui sont acteurs du match sont plus ou moins sur ses ordres. The Rock, sans gêne, il va dire à l'arbitre, si tu commences à compter, bah t'es viré. Voilà, bon, l'arbitre, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va s'exécuter, il va pas du tout compter. Donc, The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes, Seth Rollins, ils vont se faire plaisir à l'extérieur. Et dès qu'ils vont revenir dans le ring, ça va partir dans tous les sens. Mais vraiment, dans tous les sens, c'est un mot très approprié, parce que Roman Reigns il va s'en prendre plein la gueule, il va se prendre un double super kick, stomp, 2 crossroads affiliés de la part de Cody Rhodes, pour au final subir qu'un compte de 2, parce que The Rock il va intervenir pour éloigner l'arbitre du match, ce qui va représenter une opportunité à Roman Reigns de porter un coup dans les bouilles-à-papa de Cody Rhodes, malheureusement pour un compte de 2, et ce qui va énerver The Rock, et The Rock il va remarquer quelque chose d'assez important. Bah oui, et catch addict, la maman de Cody Rhodes est au premier rang, donc The Rock il va avoir l'idée diabolique de sortir cette fameuse ceinture au nom de la maman de Cody Rhodes pour pouvoir imprégner le sang de Cody Rhodes sur la ceinture. Mais voilà, The Rock il va pas y arriver et Cody Rhodes va réussir à le piéger dans son crossroads jusqu'à ce que Roman Reigns décide de sauver son cousin. Et là franchement on va arriver à une séquence où je me suis dit putain ça y est c'est le tournant du match. Car Roman Reigns va vouloir en finir une bonne fois pour toutes et transpercer Cody Rhodes en deux. Mais malheureusement pour Roman Reigns, Cody Rhodes va s'écarter au dernier moment et c'est The Rock qui va prendre le spear. Un The Rock qui vend le spear de manière incroyable et Roman Reigns est en décomposition totale. Parce que d'un côté c'est entièrement logique, il est en train de se dire merde avec la connerie que je viens de faire, je viens potentiellement de donner match à mes adversaires. Et cela va permettre à Cody Rhodes et Seth Rollins de porter un double pédigré et faire un double tombé, malheureusement pour un compte de 2. Et le match va se dérouler à nouveau à l'extérieur. The Rock en a marre, il va en finir une bonne fois pour toutes avec Cody Rhodes et veut lui porter son rock bottom à travers la table. Mais grâce à une intervention de Seth Rollins, Cody Rhodes inverse la tendance et porte finalement le rock bottom sur The Rock, le faisant passer à travers la table des commentateurs. Et en parallèle, Roman Reigns il va sécher froidement Seth Rollins en le faisant passer à travers la barrière de sécurité. Et le match va donc se dérouler entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Et est-ce que là on n'assisterait pas à un spoiler potentiel du main event de la nuit prochaine? Car Cody Rhodes va réussir à piéger Roman Reigns et lui porter pas moins de 2 crossroads.
Et au moment de porter 3ème, The Rock va intervenir et porter cette fameuse coup de ceinture sur le dos de Cody Rhodes, ce qui va permettre à Roman Reigns de faire hurler à son cousin, et The Rock va porter le People Elbow pour le compte de 3 et ainsi donner la victoire à son équipe, et ce qui veut dire que lors du main event de la nuit 2, Cody Rhodes sera vraiment dans une sale situation. Et surtout grâce à cette victoire, The Rock et surtout Roman Reigns pourra bénéficier de l'assistance de la Bloodline pour aider à venir à bout de son challenger. Et je sais pas pour vous les catchadites, mais moi j'ai adoré cette image où tu vois Cody Rhodes en décomposition totale qui fait vraiment référence au main event qui a perdu l'année dernière. Et est-ce qu'on va pas assister à une 3ème image du côté du main event de la nuit 2 où Cody Rhodes n'arrivera pas à finir son histoire? Vous connaissez mon avis, je l'ai dit dans mon Gmonostic, donc si jamais vous l'avez pas vu, je vous laisse aller le voir. Mais quoi qu'il en soit, excellent main event de la nuit 1 de WrestleMania, et ça me hype de fou pour la nuit 2. Et voilà les catchadites, c'est tout pour les résultats de la nuit 1 de WrestleMania 40. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne et à cliquer sur le bouton abonner qui est entièrement gratuit. Je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous dès ce soir sur Twitch pour le live réaction de la nuit 2 de WrestleMania, en espérant que tous ensemble on assiste à une sacrée dinguerie, à savoir le sacre de Cody Rhodes. Mais en attendant les catchadites, on se retrouve demain pour les résultats de la nuit 2 de WrestleMania. Et en attendant, n'oubliez pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catchadites. C'était Jimbo, et à la prochaine.